Le siège du gouvernement ukrainien a été sévèrement frappé par Moscou. L'armée russe a mené une vaste offensive contre les infrastructures militaires et industrielles utilisées par l'armée ukrainienne. Selon les médias locaux, il y a un nombre inédit de drones qui a été mobilisé et l'un d'eux s'est écrasé sur le bâtiment du cabinet des ministres à Kiev, ce qui a déclenché un incendie. Un grondement assourdissant. Et puis l'impact. La cible de cette frappe russe, le siège du gouvernement ukrainien, au cœur même de Kiev. Le toit et les derniers étages de cet imposant bâtiment de bureaux sont en flammes. Une épaisse fumée s'élève au-dessus de l'emblématique place Maïdan. C'est la première fois que la Russie vise le pouvoir ukrainien. S'agit-il de la réponse de Vladimir Poutine à Volodymyr Zelensky, qui refuse de se rendre à Moscou pour le rencontrer? C'est sûrement un avertissement pour montrer jusqu'où la Russie peut nous frapper. C'est le symbole de notre pays, de notre gouvernement. C'est le symbole de notre peuple indépendant. Donc c'est une frappe contre nous. Mais on reste debout. À l'intérieur du bâtiment endommagé, la première ministre ukrainienne se filme et dénonce cette escalade. Il semble que la Russie ne cherche pas la paix et n'est pas prête pour des négociations. Sur cette image, l'interception d'un des quelques 800 drones et missiles tirés par la Russie. Dans la nuit du 6 au 7 septembre, la Russie a lancé une attaque d'envergure visant à la fois les sites militaires, des infrastructures industrielles et des infrastructures logistiques. Le premier ministre ukrainien Denis Shmyhal a déclaré que 800 drones, 4 missiles balistiques et 9 missiles de croisière ont été tirés en une seule nuit. Vous voyez comment ça ne fait que monter. On est quitté de 450 à 600, de 600 à 650, de 650 à maintenant 800. La presse ukrainienne a confirmé en étant scandalisée cette utilisation massive de drones. À Kiev, la mairie de Vitaly Klitschko a rapporté sur Telegram qu'un bâtiment gouvernemental a été endommagé après la chute de débris. Par la suite, Volodymyr Zelensky et son premier ministre ont confirmé que le toit et l'étage supérieur du cabinet avaient été touchés par le feu. Le ministre de l'Intérieur, Igor Klimenko, a précisé que l'incendie s'est propagé sur plus de 1000 mètres carrés. À Kremenchuk, à 250 km au sud-est de Kiev, les forces russes ont frappé le pont Kryukovsky. Mais c'est même quoi avec les noms aussi? Ça va me faire mal à la gorge pour rien. C'est un point logistique crucial pour l'armée ukrainienne. Ça a été touché et donc les Ukrainiens sont privés de ça. On parle de 18 convois ferroviaires qui transportaient du matériel qui passait chaque jour de la semaine précédente. Donc là maintenant, ils n'ont plus cette logistique-là. Ça va encore rendre la situation des soldats sur le terrain plus dur que ça ne l'est déjà, et c'est déjà catastrophique. Les médias ukrainiens ont aussi signalé une vingtaine de frappes visant les infrastructures énergétiques et militaires dans la ville. Et ça ne s'arrête pas là, parce que la Russie a également bombardé l'aérodrome de Kryvyi Rog. C'est dans le sud. Et ils ont aussi bombardé 2 bases aériennes à Odessa, sur la côte, et à Starkonstantinov, près de Kiev. Ça, c'est aussi une autre ville. À Zaporodié, encore sous contrôle de Kiev, des installations industrielles ont été touchées. Selon le ministre russe de la Défense, les frappes visaient des sites liés au complexe militaro-industriel ukrainien. On parle là de dépôts d'armes, de centres de montage d'armes et de lancement de drones longue portée, des aérodromes militaires et des stations radars de défense aérienne. Tout ça a été complètement rasé. Moscou affirme aussi avoir détruit des points de regroupement de soldats ukrainiens et de mercenaires étrangers dans 149 zones différentes. On parle là d'une déstabilisation majeure de l'armée ukrainienne. Ce sera très dur pour eux de s'en remettre. Tout ça pourquoi? La Russie tend la perche à l'Ukraine, mais ses amis de l'Union européenne insistent pour dire non. On permet même à une délégation ukrainienne de venir à Moscou et les gars disent non, on ne veut pas. On veut faire sortir Poutine de son pays. Pourquoi? Alors que c'est lui qui gagne la guerre. Qui vous a dit que c'est celui qui perd la guerre qui doit fixer les conditions de négociation? Bon, il a donc prouvé qu'il n'est pas en train de plaisanter. Vu que vous voulez faire perdurer la guerre, allons-y. Mais ça, c'est une destruction majeure. C'est un coup très dur. Je suis bien curieux de voir comment est-ce que les médias occidentaux vont commenter l'affaire. Ce sera compliqué d'essayer de faire passer ça pour une attaque mineure, pour quelque chose qui n'a pas de grande importance. Vous avez entendu tout ce qui a été détruit là. Et dites-vous que le pire dans tout ça, c'est que le gouvernement russe a insisté pour dire que toutes ces opérations militaires ne ciblent que les objectifs militaires et les infrastructures qui soutiennent, sans compter l'incendie survenu au bâtiment du gouvernement ukrainien. Donc imaginez un temps soit peu si la Russie frappait pour détruire. Là, il ne frappe que pour gagner la guerre. On parle là quand même d'une concentration sans commune mesure de l'armée russe. Vous vous imaginez un ennemi aussi nuisible qui veut poursuivre la guerre malgré le fait qu'il sait qu'il ne peut pas gagner.
Mais vous continuez de vous calmer. Peu d'entre nous auront cette patience, sachez-le. En tout cas, le ministre russe de la Défense a assuré avoir rempli tous ses objectifs lors de l'attaque du 7 septembre. Attaque qui a visé des usines de production de drones, de bases aériennes et diverses infrastructures militaires en Ukraine. D'après Moscou, les frappes effectuées avec des armes de haute précision et des drones de combat ont ciblé des sites de fabrication, d'assemblage, de réparation, de stockage et de lancement de drones, ainsi que plusieurs bases aériennes situées dans le centre, le sud et l'est du pays. Le communiqué officiel mentionne aussi 2 sites stratégiques, l'usine Kiev 67 en banlieue ouest de la capitale et la base logistique STS Group. Ça, c'est au sud de Kiev. Tous les objectifs fixés ont été atteints, sans aucune exception. Chaque cible désignée a été détruite. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Défense russe en précisant que d'autres installations civiles de Kiev n'avaient pas été touchées. Là, on est clairement en train de parler d'une débandade sans commune mesure incomparable. On vous parle du pont de Kremenchuk sur le Dniepr, un pont logistique crucial qui était emprunté chaque jour par l'armée ukrainienne, situé à environ 250 km au sud-est de Kiev. Maintenant, c'est impraticable. C'est endommagé, c'est gravement endommagé. Ça va encore rendre beaucoup plus difficile l'entrée et la sortie de toute ressource. On parle d'une démonstration de force où l'armée russe a fait comprendre que même dans les sièges où vous pensez être protégé là, on peut vous atteindre. 1000 km² d'incendie. Il faut maintenant réparer tout ça en plein cœur de la capitale. Vous ne réalisez peut-être pas ce que ça signifie en fait. Ça veut clairement dire on peut vous atteindre où que vous soyez. Parce que la précision est d'autant plus troublante quand du côté russe, ils font comprendre qu'eux, ils ne ciblent que les infrastructures militaires. Donc, ils n'ont même pas réellement une volonté de faire des dégâts massifs et importants. Ils ne visent que les infrastructures militaires ou qui permettent à la guerre de se poursuivre. Rien de plus. Vous imaginez un temps soit peu si la Russie décidait d'attaquer les civils, de détruire, genre pour détruire, pour que même en Ukraine, les gens se disent « Oh non, là on ne peut plus tenir ». C'est-à-dire vraiment avec la volonté d'humilier. Du côté de l'OTAN, eux, ils n'auraient pas hésité. C'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité, ils n'auraient pas hésité du tout à frapper les cibles civiles en Russie. C'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité. Pour les nouveaux... Le territoire ukrainien frappé massivement la nuit dernière. Attaque record menée par les Russes. Plus de 800 drones lancés sur le pays. Au moins 5 personnes ont été tuées. Au moins 5 personnes. C'est vrai, au moins 5 personnes. Ça veut dire que ça peut même être 500 personnes. J'ai dit au moins 5 personnes. Elle ne donne pas de nombre. La capitale Kiev n'a pas été épargnée. Le siège du gouvernement a été incendié. La première ministre ukrainienne s'est rendue sur place. On l'écoute. Tout porte à croire que la Russie ne recherche pas la paix, qu'elle n'est pas prête à négocier. C'est pourquoi nous lançons un appel à nos partenaires. Aidez-nous à fermer le ciel. Renforçons les sanctions contre la Russie et créons un système de garantie pour notre État qui forcera l'ennemi à s'arrêter. C'est-à-dire, tous les dirigeants ukrainiens sont en mode la paix. Ils disent qu'on veut la paix, mais avec des tanks, avec des missiles patriotes et j'en passe. Remarquez bien, à chaque fois qu'un dirigeant ukrainien prend la parole, il parle de paix, mais juste après il rajoute: pour la paix, il nous faut plus de missiles. Pour la paix, il nous faut plus de drones, plus de chars. C'est-à-dire, c'est un peu comme un gars qui dit « je veux maigrir » tout en commandant des pizzas XXL. Et avec supplément fromage, attention. Les intentions, c'est clair. Ils parlent de paix tout le temps. Mais ils ne sont pas cohérents parce qu'ils n'agissent pas comme ceux qui veulent la paix. C'est-à-dire qu'ils ont des conditions irréalistes. Toujours en train de dire que la paix est possible. Seulement si la Russie quitte non seulement les territoires contestés, mais aussi la Crimée. Demander à Moscou de rendre la Crimée, c'est comme demander à un Camerounais de rendre le plat de ndolé que sa mère lui a donné en personne. Donc on te donne un plat, on te demande de rendre, non mais ça va seulement finir dans le ventre. C'est littéralement une chose impossible, même sous la menace. Donc, en posant des conditions impossibles, on sait déjà que la négociation est condamnée. Mais voilà, c'est eux qui disent que la Russie ne veut pas la paix. Alors que celui qui est en position de force est même assez tolérant quant à ces différentes demandes. Et il y a même un truc que je note aussi. Si l'Ukraine voulait vraiment la paix, si tu veux vraiment la paix, si n'importe qui veut vraiment la paix avec son voisin, tu discutes directement avec le voisin, non? Mais qu'est-ce que l'Ukraine fait? Elle préfère passer son temps à courir après l'OTAN et l'Union européenne. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous avez une dispute conjugale et au lieu de parler avec ton partenaire, tu appelles les voisins du quartier, tu appelles les cousins, tu appelles les tantes à l'autre bout de la terre pour venir régler le problème. On est d'accord que ce n'est pas la meilleure méthode. Donc évidemment, la guerre continue et la paix reste un mirage, un concept qu'on vend à la population à chaque fois. Et on retrouve comme ça, à chaque sommet international, un Zelensky qui sort son look kaki, son ton et son air dramatique. C'est même littéralement devenu un show mondial. Donc elle arrive dans un endroit où il y a des sinistrés. La première chose qu'elle trouve à faire, c'est faire un selfie.
Elle, par contre, elle est soignée. Hein. La coupe est bien faite, son habit est bien, vraiment. Vous sentez que c'est pas quelqu'un qui va sur le front. Vous sentez que c'est pas quelqu'un qui est directement concerné par la guerre. Parce que elle, ça va. Son porte-monnaie, ça va. Ses enfants, ça va. Bah, ça va. Résultat, tout ce qu'elle peut utiliser comme propagande, tout ce qu'elle peut exploiter pour se réapproprier, elle l'utilise. Donc, elle pense vraiment qu'avec son poste, c'est le moment de sortir une vidéo pour faire des revendications. Ils n'ont pas le même bouquin de comédie que Zelensky. Peut-être qu'ils ont même les mêmes fiches de lecture. C'est-à-dire qu'ils sont partout en train de parler de paix, mais au moment de passer à l'action, tout le monde disparaît. Ça me fait penser aux étudiants qui sont là pendant tous les cours, mais au moment des examens, ils disparaissent. C'est-à-dire là où il faut qu'ils soient là, ils n'y sont pas. Ils se trouvent des excuses. Soyons honnêtes. Et il faut que ces médias apprennent à être honnêtes. Tous les milliards qui arrivent, qui tombent en armes, en aide, ou encore sous forme de prêts généreux, extrêmement généreux, sont utilisés pour un supermarché de la guerre. Et chacun consomme copieusement. C'est-à-dire qu'ils se remplissent les poches, vous n'avez même pas aidé. Arrêter le conflit, ce serait couper le robinet de l'argent Joe, de l'argent gratuit. Et dans ce cas, qui va encore financer l'État ukrainien? Qui va encore financer leur très belle vie? Qui va encore remplir leurs poches? Qui va payer l'étude de leurs enfants? C'est un peu comme fermer une boîte de nuit qui fait chaque soir carton plein. Tout le monde va pleurer, mais surtout le patron, ou surtout les patrons, dans ce cas de figure. Donc ils ne peuvent pas accepter de le faire. Résultat, absolument tout dans leur comportement, ceux des dirigeants de l'Ukraine et des dirigeants de l'Europe, montrent que la paix n'est pas une priorité. Ça les met trop à l'aise. Ils sont très bien. Donc, ils en parlent beaucoup, mais on n'y croit pas une seule seconde. Et David. Peu après l'attaque, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé la communauté internationale à ne pas se contenter d'adresser des condoléances à l'Ukraine, mais à soutenir le pays par des actions fortes. Cette réunion. J'ajoute que vous avez raison de citer la Chine, la Corée du Nord, la Russie, ça, ce sont des pays anti-occidentaux. Mais le Kazakhstan, mais l'Inde, ils ne sont pas du tout anti-occidentaux. Ils sont a-occidentaux. C'est-à-dire ce sont tous ces pays sont là, ils font la fête pour célébrer la fin de la suprématie occidentale. Oui, c'est une façon d'être un peu anti-occidental. Non, mais ça veut dire de notre point de vue, oui. Mais ça veut dire que l'Inde, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, ils sont prêts à coopérer avec les Européens, avec les Occidentaux, mais sur leurs propres termes. C'est-à-dire qu'ils n'en peuvent plus du deux poids deux mesures occidental, ils n'en peuvent plus du soldat américain et du missionnaire européen. Voilà. Ils veulent que ce soit une relation d'égal à égal. Et c'est à nous de comprendre ce monde nouveau et de ne pas pousser des cris d'orfraie en disant ils veulent notre destruction, ils veulent notre destruction. L'Inde ne veut surtout pas la destruction des pays occidentaux. Elle en a besoin face à son vrai ennemi, la Chine. Est-ce que ça va plus vite qu'on ne le pensait? Ça fait des années, c'est un lieu commun. On dit petit à petit, l'Asie, par la masse, par l'économie, va se développer plus vite. Et nous... L'Europe en particulier, on a de beaux restes, mais enfin, petit à petit, on va un peu baissant. Et on a l'impression que ça va plus vite qu'on ne le pensait. Mais parce que l'Occident est en train de se suicider. Et ça, c'était inattendu. Grâce à Donald Trump, l'Occident devient... Vous savez, il y a une vraie question, est-ce que l'Occident existe encore ? C'est-à-dire l'Occident comme un ensemble, partageant non seulement des valeurs, mais on pouvait s'y engueuler comme dans toutes les bonnes familles, mais une sorte de sentiment fondamental... qu'on est ensemble, que lorsque l'épreuve ultime arrivera, nous serons ensemble. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Général ? Oui, absolument. Je partage l'opinion de M. Haro. Ce qu'on voit à Pékin, c'est le bal des frustrés, en fait. Donc, tous les frustrés sont arrivés, mais leurs motifs de frustration restent nombreux. C'est pas un mariage. Et en revanche, le suicide de l'Occident, la déliquescence, le phénomène le poisson pourri toujours par la tête, c'était les États-Unis, et le recul démocratique des États-Unis, le fait que l'Amérique elle-même se retourne contre ses propres valeurs, plus, ce qui est un autre facteur, mais encore plus pernicieux que les rodomontades de Trump, ces foucades à notre égard. On a un vrai problème, oui. Moi t'es sans distraction, moi t'es senti sans consolation. T'es en bon service, il marque sans consolation. Il fait une proposition, pour mal assister répétition. Position, ou mal assisté répétition.
Malgré que t'es sous les nerfs, l'homme arrive me sentir soulagé. Après un bon moment passé, il y a un petit vent qui t'a présenté. Si la vie d'annoncer, il y a la vie qui va les tomber. Oh, si la vie d'annoncer, il y a la vie qui va les tomber. Tout le monde levé, tout le monde a fait danser. Tout le monde levé, tout le monde a fait danser. Et moi pas, où t'y levé. Moi je pousse son premier au mari. Oui, m'en fais monter. Ça qui lui veut faire. Oh, m'en fait monter. Ça qui lui veut faire. Et encore, il constate son musique qui m'a revienne. Musique la vie sans qu'on s'y voit. Et moi-même, moi c'est pour lui. Pour lui, et ça c'est monter. C'est non, si on pour mourir. Yo
Mwen do sigaret, sou ka bon